Besoin d'assurer auto, maison ou véhicule de loisirs? Pour protéger ce qui vous fait vibrer, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Partenaire autorisé de Beneva, ils trouveront la bonne assurance qui répondra à vos besoins sans casse-tête. Demandez une soumission dès maintenant par téléphone au 1-844-792-8914 ou en ligne au approbatio.com. Les informations se retrouvent dans la description de l'épisode et la ligne téléphonique a été créée simplement pour les auditeurs du TSLH Podcast. Donc, pour une prestation de service VIP, Probatio Assurance, c'est le nom à retenir. Bon podcast. 20, je vais y aller avec mon 25 dans ce cas-là, puis tu pogneras ton 25-24 après. Chase Harrington du côté du 25e rang, pour moi, des Chiefs de Spokane. Il n'y a pas eu un début de saison si spectaculaire que ça, côté production en tant que tel. Mais je trouve qu'il y a il y a il y a un prototype de power forward, moi, qui m'intéresse beaucoup. Ils vont en ligne droite, ils foncent au filet, travaillent le long des bandes. Quand ils jouaient avec Mattis Preston, ils lui donnaient un peu plus d'espace. Puis à un moment donné, ils ont été séparés parce que je pense que du côté de Preston, je pense que Harrington, le style de jeu qu'il préconisait, un style un peu plus dump and chase, un style un peu plus de. On essaie d'aller mettre de la pression vraiment sur les défenseurs. Je pense que ça ne cadrait pas tout à fait. Ben, je pense, là, ça ne cadre pas vraiment avec le moule de Preston. Donc, j'ai l'impression que leur coach, ils les ont séparés parce que c'est ça. C'est que là, Preston a besoin d'avoir un peu plus la rondelle sur la palette, un peu plus de driver le jeu, alors que Harrington, quand il avait la rondelle, il ne se compliquait pas la tâche. On envoie ça dans le fond. On essaie d'amener de la pression puis de récupérer des rondelles. Puis lui, il fait bien parce qu'il a un gabarit pour le faire. Ce que Preston ne pouvait pas faire. Oui, peut-être qu'il peut le faire, mais dans une moins bonne efficacité. Je trouve qu'Harrington, il y a quand même une petite touche de playmaking qui est intéressante, mais je pense que c'est vraiment dans son tir, c'est tout le jeu vraiment proche du filet, là, récupération de rondelles, vraiment de sauter sur des retours, de voiler la vue, puis des choses comme ça, mais quand il y a l'occasion de décocher des lancers, je pense que c'est là qui est un petit peu plus menaçant. C'est pas qu'il n'est pas capable de faire des jeux avec la rondelle, des jeux de finesse, mais je pense qu'il est mieux quand il simplifie son jeu puis il amène ça au filet. Puis en jouant avec Preston, des fois, il essayait de faire un peu plus de finesse. Puis c'est là que ça voyait la limite de son talent. Que je suis d'accord avec ce que tu dis là-dessus. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que lui, moi, je l'ai comparé. Je sais pas une comparaison pile poil, encore une fois, mais j'ai retrouvé un peu de Rutger McGroarty dans son jeu, mais avec évidemment un petit peu moins de. Tu sais, Rutger McGroarty, je pense qu'il y avait beaucoup plus d'intelligence dans son jeu, puis qui était un peu plus mean, peut-être, entre guillemets, puis évidemment, il n'y avait pas le même lancer non plus, puis il était capable de connecter. Je pense qu'à Harrington, il y a peut-être un petit peu moins de ça, mais je pense qu'il ne doit pas se dénaturer pour avoir du succès. Fonce au filet, soit dérangeant, va récupérer des rondelles. Il faut que tu tentes des jeux vraiment à plus bas pourcentage. Utilise tes épaules. Parce qu'il est capable de protéger la rondelle, il est capable de sortir le bras et de garder la rondelle sur sa palette. Ensuite de ça, il a quand même une assez bonne mobilité, il est quand même assez agile, donc il peut se revirer, il peut faire des choses. Mais c'est ça, il peut faire des choses avec la rondelle qui sont un peu plus finesse, un peu plus technique, mais ça ne doit pas être ça l'essence de son jeu. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je pense que tu es vraiment. Continue d'être tenace, continue d'être intense devant le filet, vers le filet nord-sud. Puis positionne-toi dans des endroits où tu peux avoir la rondelle. Puis si la rondelle, mettons, est pas tu ne peux pas décocher de lancer proche de l'enclave, proche des cercles, la rondelle se trouve dans le coin. Va amener ta arme, va amener ta touche physique pour aller récupérer les rondelles. Parce que je trouve qu'all-around, il se débrouille bien aussi, même en défensive. Même si, encore une fois, il y a peut-être des petites choses à améliorer, mais attaque-défense, je trouve qu'il se débrouille bien. Mais je veux juste le revoir encore une fois. Peut-être qu'il va remonter, mais lui aussi, je veux voir un petit peu plus
reste dans ton style, reste dans ton identité un peu. Là. Mm-hmm. Puis on l'a vu, j'ai regardé des matchs dernièrement, puis on le voit un peu plus de ce côté-là de son jeu. Ouais. Puis moi, je l'ai dans pas longtemps, fait que je vais quand même dire un peu comme j'ai fait avec Suvanto, je vais le dire ce que j'ai à dire pour lui. Encore une fois, je suis d'accord. Je le trouve, comme j'ai dit, fluffy, c'est-à-dire qu'il est vraiment léger. Moi, je le trouve vraiment un excellent patineur. Très, très agile, peut patiner de latéral en regardant en arrière, alors que ses patins vont de l'autre bord. Là. Ça m'a toujours... Ça, je trouve ça tout incroyable qu'un attaquant fait ça. Il y en a beaucoup qui le font, là. Mais d'aller chercher de la vitesse alors que tu fais ça, ça m'intéresse beaucoup. Puis c'est vrai que quand il demeure pas dans ses limites, pas dans ses limites, mais quand il veut en faire un peu plus au niveau de la finesse et tout, ça fonctionne un peu moins. Fait que vraiment nord-sud, alors que quand même les mains pourraient être S-Ouest, là, vraiment pour déjouer et tout, mais quand il va au filet puis qu'il utilise sa rapidité puis sa fougue, dans le fond, pour créer l'offensive puis du chaos, il est là. Il est dans, mais j'ai pas nécessairement encore de boy pour ce repêchage-là. C'est pas que c'est tôt, c'est que il y a beaucoup de joueurs que je m'attendais à ce qu'ils soient plus hauts dans mes attentes qui répondent pas nécessairement à mes attentes. Mais lui, il serait dans le top 5 de candidats à être dans un boy, dans le fond, cette année. Là. Mais tu sais, j'en ai pas. J'en ai un qui est vraiment là, que j'apprécie fortement. Puis on va en parler quand je vais être tanné de la vidéo. Mais c'est ça, Harrington, j'ai apprécié tous les visionnements que j'ai eu de lui, absolument. Puis je me suis gardé une gêne parce que Preston est plus haut que lui. Mais j'aurais pas peur de repêcher Harrington pas avant Preston, mais tu sais, selon ce que tu as comme pipeline, être recruteur, mettons, pour une équipe, là, puis tu as vraiment beaucoup de talent. Mettons, être San Jose, j'aurais pas peur d'aller pour un gars comme Harrington, mettons. Ouais. Tu as déjà beaucoup de talent, un peu, mettons. Là. Beaucoup de finesse, comme mettons Seattle aussi. J'aurais pas peur d'y aller pour lui. 25. Moi, j'ai Malte Gustafsson, défenseur suédois. Gros gabarit, très gros gabarit. Défenseur gaucher, 6 pieds 4, 198 livres. Je l'ai bien aimé, Wayne Gretzky. Il a sorti une coupelle de grosse mise en échec. Dans ce temps-là, c'est sûr que ça m'intéresse tout le temps. C'est un petit « Oh! C'est pas mauvais, ça. » Puis je l'ai moins retrouvé, cet aspect-là, dans les premiers visionnements que j'ai fait en Suède. Donc, il a droppé vitesse grand V dans ma liste. Mais dans le dernier batch de visionnement, il en a refait. Donc, il a remonté un petit peu. Ben, je fais ma liste 15 minutes avant le podcast. Parce que c'est un concours de circonstances, là. Mais généralement, c'est pas genre monter dans ma liste, baisser dans ma liste quand je viens de la former. C'est plus dans je pense qu'il est plus en feu ou en glace, hot and cold. Fait que lui, il était vraiment plus en pente descendante. Puis là, j'ai fait mon dernier batch de visionnement, 3-4 games. Oh non. J'ai revu un peu lui que je voulais voir. Puis je l'ai vu aussi. Il a joué en SHL, je me souviens bien. Puis il a quand même très bien ressorti pour sortir la rondelle, gérer la rondelle, mais tu voyais quand même que c'est pas que c'était pas sa place, mais ça va y prendre un petit moment pour s'habituer au niveau, mais il était pas complètement sorti de la game. Là. Puis tu sais, en U20, en National U20, ben c'était un général. Vraiment, il était très utile défensivement, offensivement. Bon tir aussi. Mais est-ce que ça va être un gars offensif dans le show? Je pense pas. Je pense vraiment plus que ça va être un gars défensif physique avec un petit aspect offensif. Est-ce que ça pourrait être, mettons, c'est pas pantoute le même genre, mais Yann Buxel, un gars défensif qui quand même est capable de bouger en rondelle alors qu'il a un gros gabarit et tout. Ben, je m'attendrais à un gars de troisième paire qui a cet aspect-là. Vu qu'il est mine, vu qu'il est bon, que défensivement, je pense qu'il va pouvoir aller chercher du niveau. C'est pour ça qu'il est en première ronde pour moi. Puis ce genre de profil-là est assez recherché. Donc, j'ai pas eu peur pantoute de le mettre 25e. Je pense que c'est assez safe comme profil de joueur. Je sais pas si tu l'as mis en première ronde ou s'il était dans la conversation ou whatever. Là. Il s'en vient. Il s'en vient, parfait. Je vais y aller avec mon 24. C'est un gars que le nom est incroyable. Enfin, cet été, j'en ai déjà parlé pour ceux qui suivent le podcast. Là. C'est un joueur que cet été, j'ai regardé avant de prendre vraiment j'ai complètement déconnecté du hockey cet été. Avant de ça, j'ai regardé 5-6 joueurs,
dont lui, parce qu'il avait joué un peu en U20 national. Puis il y a un nom, Alexander Command. Un nom incroyable. J'étais comme, moi, je vais aller voir, puis oh, pas dégueu. Fait que là, je l'ai comme mis de côté parce que j'ai pris une pause, puis là, j'ai vu début de saison. Puis à chaque fois qu'il est sur la glace, il se passe de quoi, que ce soit défensivement ou offensivement. Il se place vraiment bien. Il sait quoi faire en tant que centre. Il rend tout le monde meilleur. Il joue avec Adam Olsen, avec Odebro. Puis Adam Olsen, quand il joue avec lui, je trouve qu'il est x2 au niveau de l'efficacité. Même si Olsen est plus haut là, dans ma liste. Là. Vraiment plus haut, parce que je pense qu'il a le profil plus projetable. Mais Command, c'est le genre de. C'est mon genre de Suédois que des fois je me fais un peu avoir au niveau de mon évaluation, mais je trouve tellement bon son IQ, dans le fond, sa capacité à savoir quoi faire dans X situations, puis sa rapidité d'exécution est vraiment élevée. Puis de temps en temps, il te sort un jeu, un très bon jeu avec la rondelle, au niveau des feintes, au niveau de la création offensive, battre le gardien de but alors qu'il fait un échappé ou whatever. Là, il coche absolument toutes les cases, rien d'élite, sauf savoir quoi faire, contrer l'adversaire ou transporter la rondelle. Fait que, c'est comme, je vois pas beaucoup de défauts. Mais la rapidité quand même est là, mais pas à un point élite. Puis le physique non plus. Mais ça, c'est un produit de la Suède, donc c'est rare que c'est là, le physique, là, quand même, pour un attaquant. Donc, c'est pour ça que je me garde une gêne de mettre plus haut, qui est 24 dans ma liste. Mais c'est un des top 5, dans le fond, au niveau de boyitude. Mais c'est ça. C'est le genre de joueur que j'adore regarder jouer. C'est une équipe qui est vraiment forte aussi. C'est un autre facteur. C'est une équipe qui est très bonne, je trouve, qui a une bonne chimie, peu importe avec qui va jouer. Quelques joueurs que j'aime pas bien, mais il joue avec d'excellents joueurs généralement. Donc, c'est sûr, ça aide sa fiche, mais je trouve que souvent, c'est lui le meilleur joueur dans une game. Donc, c'est ça. Moi, Command, je l'ai regardé quand même quelques fois, évidemment. Puis il m'a donné une petite vibe de Philippe Bisted. Là, puis, Bisted, ouais. Je sais pas, ça m'a refroidi un petit peu, mais il n'est pas dans le genre. C'est pas dans le genre qu'il est pas bon, là, mais je pense que c'est typique choix de deuxième ronde. Ben, c'est ça, peut-être deuxième ronde, mettons, mais encore une fois, c'est ça, c'est préliminaire, fait qu'on ne sait jamais, Ben oui. là, ça peut monter, parce que Bisted, moi, je disais que, je pense, dans le guide, j'avais dit qu'il était soft comme un nuage, là. Fait que, à 6 et 4, 200, là, à peu près, mais en tout cas, bref, ça, c'est un autre débat, parce que Command, au moins, je vais lui donner, le Command, il ne fait pas 6 et 4, 200, là. Non. Fait que, il y a des fois, c'est correct, là, d'être un petit peu plus soft, mais bref, c'est ça. Je sais pas. Il y en a des gars comme ça, comme tu dis, il y a des profils typiques des fois où on se. Ça nous fait peur ou ça nous fait capoter un petit peu. Mais, ouais, exact. Ça me donne des petits papillons. Ben c'est ça, on va voir. Ben c'est ça, la saison est jeune, on va voir si ça peut monter. 24 pour moi. C'est Monsieur Bowie en tant que tel. Le bon vieux Pierce Bowie avec l'attaque d'Owen Sound. 5 pieds 10, 160 livres, je pense qu'il est. Écoute, comme je disais à Étienne au podcast, c'est un joueur très chaotique, mais dans le bon sens du terme. Je disais qu'il me faisait un peu penser à Zach Benson et version, évidemment. J'aime ça. Encore une fois, c'est toujours, comme je disais avec Owen Beck, c'est la version 15% de rabais dans bin au Walmart, mais c'est ça. Je pense que Bowie, c'est un peu dans le style de Zach Benson. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, bon, premièrement, il y a beaucoup de talent, là, des gens en partant. C'est un gars il a de très bonnes mains. Il y a beaucoup de jeux aussi, des passes transversales, des jeux quand même c'est pas c'est bas pourcentage, là, mais sauf qu'il y a quand même cette capacité-là de les réussir. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Bowie, c'est que il peut jouer vraiment tous les styles de match dans une certaine mesure, même s'il n'est pas très gros. Il peut jouer sur le rush, il peut jouer sur le cycle, il peut jouer sur le dump and chase, il peut jouer les jeux rapides le long de la bande où tu acceptes un peu le contact, tu fais un genre de give and go pour lancer des attaques, pour lancer des genres de surnoms. Il le fait. Il est tenace, il se fait ramasser, il tombe à terre, il se relève, donne des. Il est dans ta face. C'est un petit pitbull un peu. Puis il se
fait ramasser, là, il se fait cibler carrément des fois, là, parce qu'en plus de ça, il se claque des games de 4-5 points lui aussi. Là. Mais, il est énergique, il se relève, il bouscule, un petit peu baveux sur les bords. Puis, il essaie d'en donner. C'est sûr qu'à 5 et 10, 160, tu n'as pas cette capacité-là à faire tomber des gars puis à faire mal à des joueurs, mais c'est plus c'est mental. C'est que là, tu te fais plaquer, il se fait plaquer solidement, mais il se relève d'un bond, il est prêt à foncer au filet, il est énergique dans son jeu, dans son intensité. Quand l'attaque est installée, il a les yeux tout le tour de la tête, il est capable de repérer des coéquipiers, il est capable de les placer dans des endroits dangereux. Eux, ils sont dans des endroits, puis c'est des occasions dangereuses. Tu vois qu'il y a des bonnes mains. Il essaie des fois de faire des feintes, ça ne fonctionne pas toujours, mais au moins, il revient. On parlait de Gachilov tantôt, mais lui, au moins, il est là. Ça lui tente d'être à la défensive, même si ça ne tente jamais pour vrai, mais quand tu n'as pas le choix, tu y vas. Donc, lui, il est engagé. Ce qui m'inquiétait, moi, il y a un lancer assez violent aussi, assez sec. Ce qui m'inquiétait un peu de Bowie, c'est le niveau de contact qu'il reçoit, le niveau, la taxation physique en tant que telle. Est-ce qu'il est capable de passer une saison comme ça? Est-ce qu'il est capable de passer à l'autre niveau dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale et jouer ce style-là et être efficace? Je ne les compare pas les deux, mais si je couvre le Rocket, puis Xavier Simoneau, c'en est un comme ça, qui est il est souvent dans le contact, il est souvent dans le jeu sur la limite. Puis c'est difficile. C'est difficile sur le corps parce qu'en plus de ça, tu te fais cibler. Puis du côté de Bowie, il y a le talent pur. Il y a un talent beaucoup plus pur que Simoneau, mais en étant un joueur de talent, oui aussi, tu te fais marquer, tu te fais cibler. Donc, est-ce qu'il va être capable d'amener ça à l'autre niveau puis d'accepter ces contacts-là de façon régulière puis d'être aussi efficace, de garder une efficacité, un côté dangereux avec la rondelle? Moi, j'y crois, mais en même temps, il va falloir quand même, il va ajouter un peu de masse. Il va falloir qu'il peut-être fasse attention de la manière dont il se. Parce que des fois, il va le long des bandes, il prend les contacts, il fait le jeu vraiment pour aller chercher la rondelle, mais il se fait ramasser ou devant le filet. Il est devant le filet, mais il reçoit du Sherwood, il reçoit des doubles échecs, les mains dans le visage, ça fait de même. C'est tough. Là. C'est le fun de jouer cette game-là. Moi, j'aime beaucoup ça, jouer cette game-là à une certaine époque, mais c'est tough sur le corps, puis surtout à 5 à 10, 160. Moi, à 6 pieds, 175, c'est un peu plus. C'est pas plus facile, mais au moins, j'en ai un petit peu plus. Mais on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais j'aime beaucoup son style. Puis, comme je parlais de l'attaque d'Owen Sound tantôt, c'est une équipe qui est le fun à regarder, mais lui, c'en est un vraiment qui rend ça le fun parce que quand il est sur la glace avec justement Delille, avec Nancy, c'est un trio qui se complète bien. Un gars qui est rapide, un gros gars physique, Nancy. Donc, c'est vraiment une équipe qui est le fun. Puis c'est un des artisans de ça, Pierce Bowie. Il est taillé sur mesure pour l'attaque de One Sound, sérieusement. Exactement. Oui, il n'est pas dans mon top 32, mais s'il était absolument dans la conversation, si j'avais pas assez de visionnement pour appuyer, je ne me mettrais pas un que j'ai 3 visionnements. Là. Je n'ai peut-être un peu plus, mais dans ma tête, mettons 3 visionnements dans la OHL. Donc, puis je me souvenais plus que c'était Bowie et non pas Bouilly. Donc, merci de m'avoir repris sans vouloir le faire. Puis au début de la saison, quand j'ai commencé à le regarder, je vois la ligne statistique, c'était vraiment élevé, mais c'était comme, 5 et 10, 159 livres, 31 minutes de pénalité. Oh! Oh, non, je vais te donner des matchs, je vais aller voir. Puis tu fais oh! OK! Fait que, oui, c'est un délice à regarder jouer. Puis il serait probablement dans ma première ronde si j'avais eu le temps de regarder les derniers matchs que j'ai downloadés. Il n'est pas au niveau de tête folle de McCallum, mais. Non, c'est ça. Non. mais il est quand même un peu maso sur les bords. Puis il me fait penser un peu plus comme Vincent Rohrer à son année de repêchage quand il jouait pour les 67 d'Ottawa, c'est ça? Donc, c'est un peu le même bougie d'allumage pour une équipe qui a très bon intensité, rythme de jeu. Dans le fond, c'est vraiment le même genre de
Tu le vois tout le temps parce qu'il est tout le temps là, puis il se donne, puis il dérange. Fait que, pas déplaisant pendant tout à regarder jouer. Tu peux y aller avec ton 23, je pense. Ouais, mon 23, c'est Gustafsson, donc je rajouterai pas grand-chose. Tout simplement le fait que moi, j'ai un petit peu moins aimé ces matchs dans la SHL. Ouais. Parce que, comme tu dis, il y avait pas sa place là. Mais sinon, je trouve que au niveau junior, il ressort bien, en tout cas, avec une équipe qui n'a pas l'air si bonne que ça. Je trouve que lui, en tout cas, dans les matchs que j'ai regardés, c'était pas vraiment. Ça fonctionnait pas super bien là, à jouer 71. Là, fait que, mais il ressort. Donc, pour l'instant, je pense qu'il méritait d'être dans le top 32, moi aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai 23. Puis, moi aussi, je veux voir encore une fois le côté physique, s'il peut l'amener un petit peu plus haut, plus régulier, ça va être parfait. Ouais. J'ai un peu la vibe d'Anil Sheikha. Une couple d'années. C'est comme tu vois tout le profil. Il pourrait être ça, mais lui, Sheikha, ça n'a jamais vraiment abouti. Lui, j'espère que ça va aboutir. Ouais, des fois, c'est ça. Des fois, le profil, on le voit, des fois, ça pogne pas, mais des fois, ça pogne. Fait que c'est pour ça qu'on regarde, on stick sur le profil, parce que des fois, ben oui, ça fonctionne. Exact. Donc, le prochain, moi, on l'a pas dit, mais c'est un repêchage très faible en centre. On va se le dire. C'est très, très, très faible en centre. Puis, c'est une des raisons pourquoi il est moins fort que prévu, ce repêchage-là. C'est-à-dire que la position de centre dans un repêchage, c'est fort. C'est assez important. Puis, quand c'est moins là, ben, ça fait mal un peu. Oui, le défensif est peut-être un peu meilleur, mais quand même, il faut se garder des réserves. Donc, moi, c'est un centre. Et c'est Malhotra que j'ai mis là, à ce rang-là, qui est le rang 23. C'est un centre que j'aime bien. J'étais un peu ambivalent au début de la saison le concernant. Je voyais la production offensive qui était vraiment, vraiment présente, si on veut, mais je trouvais que c'était un peu l'effet de son équipe. Je trouve que vraiment sa fiche statistique est vraiment éloquente sur la qualité de son équipe, surtout sur l'avantage numérique. Mais c'est un gars qui, je le connais pas personnellement, mais il me semble être un sapré bon athlète. Un gars assez solide sur ses patins. J'ai entendu une ou deux fois le podcast La Relève, Marty parler que il a détruit un gars au niveau des plaqués. Dans le fond, c'est un gars qui peut sortir un plaqué assez impressionnant ou détruire un plaqué. Puis c'est pas une joke. il a vraiment une bonne conscience de son positionnement, puis du positionnement de tout le monde, puis dans quelle situation qu'il pourrait manger un coup. Puis il sait se préparer pour manger le 10 coups. Donc, c'est une très bonne qualité qui découle probablement du fait qu'il a vraiment été bien entouré dans sa carrière junior et mineure et tout, là. Donc, très intelligent, très bon centre en général. Je pense pas qu'il a l'étoffe d'un top 6. Est-ce qu'il pourrait être un middle 6? Oui, mais je pense vraiment plus un profil de troisième trio. Parce qu'il est comme bon dans absolument tout. Absolument tout, il est là. Mais je trouve pas qu'il a, mettons, le tir ou la capacité de faire des jeux d'un gars qui va produire 50, 60, 70 points dans la Ligue nationale de hockey, mais qui vraiment va être bon dans n'importe quoi, que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir quand tu vas l'avoir. Je veux juste voir un peu plus de dynamisme, un peu plus de jump dans son jeu. Ça arrive, certaines games qui est tout le temps là, mais j'ai trouvé des fois qu'il pourrait être pas mal plus que ce qu'on voit dans la game. Puis c'est ce que je veux voir plus dans son jeu. Dans le fond, je veux qu'il prenne plus les choses en main, mais c'est sûr que quand tu joues dans une attaque comme Brentford, que tu as tout le monde qui fait quasiment 100 points, c'est une blague, là, j'exagère, là, mais tu as beaucoup de joueurs excessivement talentueux dans cette équipe-là. Donc, est-ce qu'il stoppe un peu pour vraiment se concentrer sur d'autres choses? Est-ce qu'il est trop dans sa tête? Ça se pourrait. Donc, peut-être qu'on voit pas nécessairement le vrai Caleb Malhotra. Je veux connaître le vrai Caleb Malhotra. Je suis un psy, non? Donc, mais j'aime beaucoup le profil, puis j'ai pas le choix de le mettre là, parce que oui, c'est un faible repêchage au centre, mais quand même, il y a quand même le profil de NHL. Il y a vraiment le profil, il y a l'ADN de jouer dans le show. Fait que c'est ça, je l'ai mis 23. Ben, écoute, moi je l'ai plus haut, fait qu'on va pouvoir en jaser tout à l'heure. Parfait. Il n'y a pas de gêne là. Moi, Caleb Malhotra, je l'aime beaucoup. Là.
Ben oui, Euh, c'est bien correct. Il n'y a pas de gêne de l'avoir 23 là. Oh, je n'ai aucune gêne. 22, moi, je vais y aller rapidement parce que c'est un gars que je voulais pas rentrer dans mon top 32. C'est Alessandro Di Iorio. Puis, parce qu'évidemment, il a été blessé. Il a été Ouais. blessé pendant. Tu sais, il est revenu au jeu, je pense, la semaine. En fait, ouais, la semaine passée ou au début de cette semaine. Bref, j'ai regardé son match de retour. Puis, j'étais. Je voulais pas. Au début, je voulais pas le rentrer dans le top 32 parce que je trouvais que l'échantillon n'était pas suffisant pour à cause du Linka. Il a joué au Linka. Oui. Mais il mérite d'être là tant qu'à moi. Tu sais, pour le top 32. Fait, je me suis dit pourquoi pas juste l'insérer. Puis où je pense qu'il peut se projeter en attendant qu'il joue plus de matchs parce que je trouve que Diorio. Je trouve qu'il était énergique. Je voyais dans son premier match qu'il avait faim. Il avait l'air d'un gars qui voulait. Il voulait vraiment. Il y avait de la job. Là. Il voulait avoir la rondelle sur la palette. Il voulait aller chercher les rondelles coûte que coûte quasiment. Puis là, je pense que ça s'est peut-être essoufflé un petit peu en deuxième période. Troisième période, évidemment, le synchronisme n'est pas là. Il n'a pas joué depuis 2-3 mois. Fait que c'est sûr que c'est pas évident. Mais il y a eu des moments offensifs assez intéressants avec la rondelle. Il y a de très bonnes mains. Il y a un lancer qui est sec, qui est violent. Avantage numérique, je pense que là, avec l'espace, ça lui permettait d'être un petit peu plus à l'aise avec la rondelle à son retour au jeu. Parce que le problème avec Diorio, c'est que moi, j'ai l'impression que ce gars-là, il peut être peut-être un gars de top 15 par rapport à qu'est-ce qu'on a vu l'année passée. Bon, là, tu sais, au Linka, c'était peut-être. C'est pas tout à fait spectaculaire, là, comment il y a eu. Son tournoi, c'était pas nécessairement lui qui ressortait le plus, mais le talent est là, la vision est là, l'intensité, elle est là. Son tir, il est capable de créer des choses par lui-même, mais il est assez intelligent pour utiliser ses coéquipiers aussi. Juste son but, mettons, en prolongation, pas en prolongation, mais son but qui a créé l'égalité, il voit que les gars du Battalion sont un peu flat-foot. Il prend la rondelle, le défenseur n'est pas très bien positionné, il décide de rentrer à pleine vitesse. Il y a de l'espace, décoche un lancer, puis il met ça dans le net. Ça, c'est le genre de flash que j'ai vu l'année passée qui faisait en sorte que je l'avais quand même assez haut dans mon classement. Je l'avais 19e au mois de juin. Puis je suis convaincu qu'il peut retrouver ça. Jusque-là, en ce moment, bon, là, si l'échantillon il était faible, je ne voulais pas le placer en bas de certains gars qui s'en viennent. Je ne voulais pas le placer non plus trop haut. Mais l'ensemble de l'œuvre, c'est un gars 6 pieds 1, 190 livres environ, 190, 195. Il y a un style de joueur assez. Il y a un style de genre power forward, mais sans nécessairement être le plus rude, sans nécessairement être le plus physique, mais il y a l'intensité, il y a l'énergie qui vient avec. J'ai très hâte de voir parce que Sarnia, il y a Beckham Edwards qui est là aussi. Puis là, lui, Beckham Edwards, il jouait avec Van Volsen et puis Pickle au centre. Là, ils ont rentré Diorio. Il jouait avec Van Volsen et Ryan Brown, qui est un autre espoir. Puis ils ont tassé Edwards pour le mettre à l'aile avec Beamish. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va s'arrimer parce que est-ce que Edwards pourrait à un moment donné rester à l'aile, mais jouer avec Diorio plutôt que de jouer, mettons, Van Volsen, Diorio et Edwards plutôt que Ryan Brown? Ça m'intrigue beaucoup parce que Edwards, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur de centre que j'aime beaucoup. Donc, voir un peu le profil, est-ce que ça peut se dessiner, ce trio-là? Parce que vraiment, Sarnia, il n'y a pas beaucoup de punch non plus offensif. Le retour de Diorio, je pense que ça aide beaucoup. Là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se transposer. Puis lui, je veux le voir aussi garder cette intensité-là. Puis il y a la touche de talent, il y a la touche d'intensité. Juste prendre du rythme. Amène du synchronisme, amène du rythme. Parce que moi, je pense que ce gars-là, il peut être un top 15 sur ma liste. Et peut-être plus, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que là, c'est juste une entrée, mais ça pourrait monter assez rapidement de son côté. Mais il n'est pas dans mon top. Je l'ai écarté pas parce que il est pas bon, mais je le connais pas zéro. J'ai pas vu jouer sauf au Linka. Puis il m'avait pas assez accroché l'œil au Linka pour vraiment je le considère.
Contrairement à un autre qui n'a pas encore joué, mais qui est dans mon top 32 que toi, tu as écarté. On va en reparler un peu plus tard, mais c'est comme... Ouais. C'est à cause du profil puis des matchs que je t'allais retourner voir jouer l'année passée pour vraiment appuyer ça. Mais on va le savoir quand il va jouer cette année. Mais il va rentrer probablement. Ouais. Quand il va jouer, il va rentrer, je pense. T'as glissé un mot tantôt au début de la vidéo, donc le monde va catcher un peu plus tard. Vous savez sûrement c'est qui de je parle. Mais donc, je pense qu'on est rendu à 22 de ma part. J'ai rien ajouté pour Yorio. Là, Beckham Edwards, on va en reparler là, pour ma part. Donc, 22, j'ai Chase Harrington. Donc, pas besoin d'ajouter rien d'autre. Monsieur Fluffy, que j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, je vais embarquer tout de suite sur mon 21, qui est Beckham Edwards. J'adore ce joueur-là aussi. J'aimerais ça avoir un peu plus de visionnement le concernant. Parce que je pense que je pourrais mieux évaluer son offensive. Parce qu'il donne vraiment, un peu comme Malhotra, il me donnait vraiment plus l'impression que c'est un gars de troisième trio. Mais offensivement parlant, il y en a plus, je trouve quand même. Pas nécessairement plus de production, parce que c'est pas le cas, parce que Malhotra, il a plus de points. Mais je trouve à 5 contre 5, je le trouve plus dynamique. Je trouve qu'il voit un peu plus la glace, plus porté à créer l'offensive aussi pour Edwards. Puis défensivement, il est là aussi, il y a un petit peu de chien aussi. Donc pas aussi destructeur, shredder, comme Malhotra peut le faire des fois. Mais il est pas quand même. Il se laisse pas imposer. Il s'en laisse pas imposer. C'est ce que je cherchais comme expression pour Edwards. Puis ben c'est un centre. J'ai pas vu justement qu'il avait été mis à l'aile là, à l'arrivée d'Alessandro. Mais j'ai hâte de voir avec Diorio, dans le fond. J'ai hâte de voir la dynamique avec lui qui rentre dans l'alignement pour voir comment ils vont arranger le top 6 un peu. Mais c'est ça, Edwards, il fait absolument tout vraiment bien. Je trouve que c'est un peu un Poorman Jake O'Brien dans sa façon de jouer. Pas nécessairement offensivement, parce que O'Brien a une classe à part. Là. Mais c'est le genre de joueur qui vraiment intelligent, base beaucoup son jeu sur son intelligence, sa façon de voir puis de savoir quoi faire, peu importe la situation. Alors c'est sûr qu'il y a à aller chercher plus de légèreté en offensive, de lousse, si on veut, puis défensivement, plus de physique, blablabla. Mais tout est là quand même. Puis je pense que ça va quand même se transposer dans la Ligue nationale de hockey. C'est pas qu'il est pas loin de la Ligue, mais son profil m'amène à penser que ça sera pas si difficile que ça de transposer ce style-là d'un niveau à l'autre. Donc, même si, mettons qu'il ne joue pas dans un top 6, je pense que son plancher est quand même assez élevé. Donc, j'ai pas de misère à le penser, pas en tout, dans la grande ligue. Puis, pour moi, ça pue le premier round. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi haut. Moi, pour le 21, c'est William O'Canson, défenseur de l'Ulea, 6 pieds 4, 207. Je pense que le profil pourrait faire en sorte qu'il pourrait être plus haut. C'est ça, je suis pas surpris de voir que certaines personnes l'ont plus haut dans le top 10 même. Peut-être même, c'est ça, peut-être Pascal, que toi aussi tu l'as dans le top 10. Mais en tout cas, mais la raison, moi, pourquoi quand je vais en venir aux autres défenseurs devant, je pense que peut-être, il y a peut-être un case pour Villeneuve, là, mettons, là, mais si on en débat, mais je trouve qu'avec Hawkinson, le problème que j'ai avec lui, c'est que je l'ai rapidement catégorisé, ça c'est moi, là, je l'ai rapidement catégorisé dans la portion défenseur, défensif, rugueux, physique, mine, mais l'attaque, elle n'est pas tout à fait là, en tout cas à mon œil, à moi. Puis là, c'est ça, ce style de défenseur-là, ça cadre carrément dans ma bête noire de défenseur défensif que j'ai toujours de la misère à trouver de la valeur. Ça a été le cas avec Ryan Backer, ça a été le cas avec Silayev, j'ai toujours de la difficulté avec ces gars-là parce que je me dis, dans une ligue nationale où le jeu est rapide. Le jeu, les transitions sont rapides. Il y a beaucoup d'activation, beaucoup de défenseurs qui viennent appuyer l'attaque. Puis on le voit avec le Canadien, avec Lane Hudson, mais encore plus quand j'ai regardé 2 matchs des Islanders avec Matthew Schaefer. Je suis comme,
Puis je les compare pas, là, encore une fois, mais c'est une ligue où les défenseurs ont beaucoup plus de place. Il y a eu une époque, les défenseurs, c'était le meilleur défenseur côté points, il y avait genre 65 points. Maintenant, t'en as 25 des défenseurs qui ont 65 points. T'en as quasiment un par équipe. Là. Fait que, il y a beaucoup d'appui des défenseurs, puis à toutes les fois, ce style un peu plus vraiment défensif, pur, entre guillemets, qui ont de l'attaque, mais pas nécessairement, c'est pas untapped, là, tant qu'à moi, je pense que l'attaque qu'on voit là, c'est un peu l'attaque qu'on va voir. J'ai toujours de la misère à aller monter plus que ça, parce qu'à Hawkinson, je trouve que on l'a vu, il joue à gauche, il joue à droite aussi, il a joué à certains moments. Devant le filet, c'est dur à affronter devant le filet parce qu'il déblaye là, devant du gardien, il donne des bons petits coups de bâton. C'est pas, quand tu passes de son côté, c'est pas nécessairement facile parce que bonne portée, il a un bon patin, une bonne mobilité, il est quand même capable quand il y a des mouvements rapides, il suit bien. Évidemment, quand tu essaies de le passer dans une certaine vitesse, il te donne la bande, il peut te ramasser, il reconnaît des moments pour pincher à l'attaque, donc ça, je trouve ça intéressant. Capable d'alimenter un peu avec la première passe. En relance, surtout, c'est rare qu'il monte la rondelle vraiment lui-même. C'est surtout la première passe, puis ensuite de ça, il vient s'insérer après, mais le jeu est déjà établi. Il garde un peu plus la ligne bleue. J'ai pas trouvé que son lancer était si violent que ça. Je pense que son tir des poignets est quand même un peu plus sec. Mais j'ai pas nécessairement vu beaucoup de lancers frappés qui me faisaient tomber en bas de ma chaise. C'est vraiment un gars qui est physique. C'est vraiment un gars que c'est ça. C'est un prototype de gars que tu peux pairer avec un joueur beaucoup plus axé sur l'attaque. Je le verrais très bien jouer avec des gars comme Quinn Hughes, des gars comme Cale Makar, des gars comme Lane Hudson à la limite. Un peu à la Chris Tanev quand il jouait avec Quinn Hughes. On dirait que ça stabilisait un peu ce duo-là. Je pense que Hawkinson a cette capacité-là de un peu plus stabiliser par son efficacité défensive. Mais il y a d'autres défenseurs qui s'en viennent que je me dis, OK, je retrouve plus, peut-être un petit peu moins défensivement, mais je retrouve plus d'attaque, un peu plus de facilité à rentrer dans les attaques, trouver des espaces. Donc, est-ce que Hawkinson, il peut développer ça? Est-ce qu'il peut se dégêner? Je comprends qu'il joue dans la SHL avec des hommes, donc peut-être qu'il a vraiment le mandat d'être un peu plus à reculons, être un peu plus vraiment joue ton style, puis on développera ça un peu plus tard. Ça, c'est correct. Il n'est pas dit qu'il ne peut pas monter dans ma liste, mais en ce moment, quand je regarde les défenseurs en avant de lui, je me dis ça va être tough de percer le top 15 pour moi, mais il y a encore du leeway, il y a encore du lousse probablement pour monter. Parce que j'aime son style pareil, juste que c'est ça. C'est un style de défenseur que j'ai beaucoup de. Ouais. C'est comme les profils de joueurs papier sablé. Je sais que ça. Il y a des gars que je trouve plus papier sablé que j'ai plus haut qui devraient peut-être pas être plus haut, mais bon, c'est ça. C'est comme. On a des profils qu'on aime, puis là, ben, lui, il tombe dans la catégorie de profils qui me laisse toujours un peu entre deux chaises. Fait que 21 pour moi. Ouais, je m'attendais à l'avoir un peu plus haut que toi. Là, dans le fond, on va reparler dans pas si longtemps que ça, mais quand même dans un petit bout pour Hawkinson. Puis, tu sais, si j'avais à ajouter de plus, une des affaires comme mission que je me suis donnée en 2023, que j'ai parlé un peu dans le podcast, c'est d'évaluer un peu moins négativement les gars défensifs. Surtout quand ils sont dans une ligue professionnelle. C'est vraiment, là, ils sont capables de bouger en rondelle comme Hawkinson, de soit avoir une bonne première passe, d'être défensif quand même positivement, bloquer des shots, être mean. Tu sais, Hawkinson, c'est un joueur qui va être beaucoup. Il va te mettre comme n'importe quel défenseur dans une situation qui va avoir beaucoup de plaqués. Mais le plaqué, c'est quand même pas aisé. Souvent, il est vraiment capable de détruire un plaqué, de fendre le gars en deux, même si le gars il a 32 ans et qu'il a un bon élan. Donc ça, je pense que c'est le premier match que j'ai regardé. C'était ça, j'avais dit ouh, j'aime ce joueur. Ça fait juste 3 minutes que je regarde jouer. C'est comme oh, il gagne des points de drette là. Puis jamais quitté. Ça fait partie du top 5. Il a fallu le top 5 des boys potentiels là,
quand on va venir en parler. Là. Donc, on va en reparler plus tard pour ma part. Mais tu vois que je l'ai mis devant Gustafsson, par exemple, parce que Oui. il en amène. Je trouve que même si Gustafsson, il a peut-être une petite touche offensive de plus, je trouve que Hawkinson, il en amène quand même beaucoup défensivement. Là. Il est Fait que meilleur dans ses là où... forces que Ouais, exact. Gustafsson est bon dans ses forces. C'est comme toutes les Ouais. forces de Hawkinson sont meilleures, alors que les forces de Gustafsson sont pas mauvaises, mais il est moins bon dans ses forces que l'autre. Donc, est-ce qu'on était rendu à la moule, là? Au 20? Ou c'était toi en premier? Non, bah, tu peux y aller 20 si tu veux, mais sinon je peux le faire. Écoute, c'est Caleb Malhotra. Donc, Ah, fait que, tu sais, je l'ai 20. Il aurait pu monter. Il aurait pu monter de 1 ou 2 rangs de plus, surtout quand tu vas savoir c'est qui le 19. Ouais, Caleb Malhotra, ben, dans le fond, t'en as parlé tantôt. Moi, la question que je me posais, c'est que je me suis posé assez rapidement parce que, tu sais, il s'est claqué un match de 5 points, genre troisième game de l'année. Là. Fait que là, j'étais comme, OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est l'équipe qui l'aide à produire ou est-ce que Malhotra, il y a vraiment un rôle là-dedans? Puis je trouve que la réponse est un peu sur les deux. Je pense que Malhotra, il est assez intelligent pour vraiment générer de l'attaque. Tu sais, il suit bien les jeux, il suit bien ses coéquipiers qui ont plus de talent, des fois sur l'avantage numérique notamment. Il se positionne bien, il comprend la game. Puis moi, ce que j'ai marqué, la première phrase que j'ai marquée dans mes notes, c'est c'est comme son père. Manny Malhotra, quand il jouait à Columbus, il était capable d'aller ramasser peut-être 35-40 points dans la Ligue nationale, mais tu n'as jamais regardé Manny Malhotra et tu t'es dit ce gars-là, c'est un dynamo offensif. Non, c'est un gars intense, c'est un gars qui est intelligent dans son positionnement. Il a une compréhension du jeu. Exactement. Compréhension du jeu offensif et défensif qui est quand même peut-être pas, mettons, au-dessus de la moyenne, sans nécessairement dire peut-être élite, mais au-dessus de la moyenne. Il anticipe, il sait comment comment le jeu va se développer, comment ça va s'orchestrer un peu avec lui, comment les gars de l'autre équipe s'en viennent devant lui, comment ça va se déplacer. Il est intelligent, il comprend. Le côté physique, tu l'as mentionné. Moi, j'en ai vu un à un moment donné, je ne me souviens pas c'est contre quelle équipe, mais il y en a un, là, écoute, il a reviré, il a quasiment fait un 360, là. Il s'est fait démolir. Puis encore une fois, vous regardez en bas, là, 6 pieds, 170 livres. Là. C'est pas un. Mais il a l'air costaud, il a l'air carré, il a l'air musclé. Son père a été un des gars les plus en forme de la Ligue nationale de hockey quasiment toute sa carrière. Il était incroyable. Exactement. Donc, tu sais, la raison tu l'as, là, c'est que la pomme, elle est tombée assez proche du pommier. Et je comprends pourquoi, tu sais, là, on dit ça, on regarde ça, puis on se dit, ah, tu sais, Malhotra, 20e ou 23e, ça n'a pas l'air sexy. Puis non, je pense que Malhotra, troisième centre, un gars qui a une capacité d'être régulier dans la Ligue nationale, je pense pas que c'est de dire, c'est pas nécessairement de dire que le draft il est faible. Oui, le draft il est faible un peu, mais je pense que lui, il a sa place là. Parce que vraiment, c'est un joueur, je pense, qui va être sur un troisième trio, qui va être capable de jouer un peu en avantage numérique, qui va être excellent en désavantage numérique. J'ai pas le feeling que c'est un gars qui produit juste à cause que son équipe est meilleure. Moi, il m'a fait penser un peu à Jet Luchenko. Je sais pas si la comparaison elle est pile poil, mais il me donne un peu cette air-là. Difficile à jouer contre. Élève le jeu de ses coéquipiers parce qu'il est quand même intelligent pour amener de l'attaque. Sauve le derrière un peu de ses coéquipiers parce qu'il est bien positionné en défensive. Il appuie les défenseurs, travaille le long des bandes. Je pense qu'il peut monter. Je ne sais pas s'il peut monter très, très haut, mais comme centre, mettons, un des centres purs de ce repêchage-là, puis oui, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il est dans le top 3 des centres purs de ce repêchage-là. Moi, je pense que c'est pas tout un mauvais take. Puis tu sais, une équipe, mettons, le repêche 20e, puis moi, c'est un centre, peu importe ce qu'on repêche, c'est un centre, et je veux qu'il joue dans la Ligue nationale de hockey dans pas si longtemps que ça. Caleb Malhotra. C'est vraiment ça qui me donne comme vibe. Là.
Donc, c'est ça. Fait que c'est 20e, je pense qu'il y a peut-être de la place lui aussi pour monter un peu. Ouais, tu sais, moi j'avais 23, fait qu'on n'est pas si loin que ça finalement. Je pensais que tu allais mettre vraiment plus haut que ça, mais c'est sûr, c'est pas un gars qui trend down, puis ça sera pas un gars qui trend down de la saison, je crois. Oui, il y a un produit de son équipe, mais il est quand même là dans son équipe. Il y a un impact. Jouer avec des joueurs talentueux, c'est pas facile. Puis lui, il est capable. Donc, 20e, moi, j'ai Carson Carols. Je croyais l'avoir vraiment plus haut que ça. Au début, là, c'est un gars qui était voire top 5, top 6, top 7 dans beaucoup de listes au début de la saison. Puis, au niveau junior, oui, c'est un excellent joueur de hockey, un excellent défenseur dans le junior. Défenseur gaucher, gabarit 6 pieds 2, 194, bouge quand même assez bien, capable de jouer en offensive, très bon défensivement aussi, capable d'être physique, mais je trouve pas de qualité élite. C'est vraiment qui mérite d'être dans le top 10. À chaque fois que je regarde, c'est comme, ben oui, il est bon. Mais on dirait que c'est comme quand tu te fais vanter un film, puis tu arrives devant le film, c'est comme, ouais, c'est divertissant, mais à part ça, pas grand-chose. C'est peut-être moi, mes attentes qui étaient trop élevées pour lui. Puis tu sais, il y a un débat pour plusieurs défenseurs, sérieusement, là, dans le top 20, dans le top 15, il y a vraiment beaucoup de défenseurs que leur profil est vraiment intéressant pour la Ligue nationale de hockey, puis qui ont tous un peu une chaise différente, mais que tu sais comme pas dans quel ordre que tu vas le mettre. Je pense que tu en as parlé là, dans des podcasts, dans tes notes de scouting, puis avec Étienne assurément aussi. Mais c'est ça, c'est comme je crois qu'il va jouer dans le show. Je pense vraiment qu'il va jouer dans le show. Je pense pas que ça va être un joueur de première paire. Donc, pour moi, ça l'écarte un peu vraiment du haut du repêchage. Mais je trouvais qu'il n'y a rien qui ressortait d'un niveau élevé, à part son intelligence. Ça demeure une capacité assez intéressante pour la Grande Ligue. Là. Mais est-ce que son patin va être assez là pour qu'il puisse jouer sur un top 3 ou sur un top 4? Est-ce que son offensive va être assez là pour qu'il puisse jouer sur l'avantage numérique sur la première vague ou sur la deuxième? Je ne sais pas, j'ai pas les réponses encore à ces questions-là, puis c'est pour ça qu'il est un peu plus bas. Mais il est assurément dans une discussion pour être en avant de toutes les autres qui ont un profil assez similaire en défensive, qui vont venir dans les prochains rangs. Là. Mais c'est ça. Ça fait partie des raisons pourquoi j'aime un peu moins de ce repêchage-là. Je m'attendais vraiment à ce que ce gars-là soit un stud vraiment en défensive, que je me dise, OK, il dirige le jeu. Il est vraiment pas mauvais. C'est un général là, dans le junior. Mais pas encore assez pour que je le mette plus haut. C'est pour ça qu'il est 20e. Et donc, je vais y aller avec mon 19e. À moins que tu voulais ajouter quelque chose là. Parce que non, on va en parler un peu plus tard. Pas beaucoup, mais un peu.